son ordinateur. Voilà, donc bienvenue à tous, bonsoir à tous et à cette conférence, donc cette visioconférence donc, sur la Bolivie et la situation assez critique qui se passe en Bolivie. Donc la thématique de cette conférence est coup d'État et violation des droits humains en Bolivie, crise politique et perspective du système démocratique. Donc nous avons la chance d'accueillir M. René Orellana Alcayer, qui est ancien ministre et ambassadeur pour la Bolivie, et Mme Varinia Daza, qui est spécialiste en économie et analyse financière de la santé. Et le modérateur, donc, c'est M. Lincoln. Donc, ils sont tous les deux en Bolivie. Et nous avons le modérateur, donc, le professeur Lincoln Vizozero Reyes, qui, lui, vient de l'Université de la République d'Uruguay et donc qui est en Uruguay. Voilà. Mais bienvenue à tous. Et je passe la parole, donc, à M. Lincoln, qui va présenter la conférence. Merci. Bon, merci. On s'entend bien comme ça? C'est bien comme, oui, comme oui, ça là? On s'entend bien. Oui, bon, alors, d'abord, je répète ce que j'avais commencé à dire. Le remerciement à Sébastien et à la Maison d'Amérique latine pour cette possibilité de justement donner la parole à René, à Marinia et à moi comme modérateur pour parler de la situation des droits de l'homme en Bolivie et de la démocratie en Bolivie. Et la perspective de la démocratie, que c'est très important. Je vais, avant de passer la parole à Marinia et à René, faire une présentation générale de la situation pour faire le contexte de ce qui se passe. Bien sûr, d'abord, c'est sur la Bolivie et les droits de l'homme, non? Mais la perspective de la démocratie dans ce pays. On a les coups d'État tout à fait récents comme le point un peu de départ de toute cette situation. Et il faut voir là, on peut dire qu'est-ce qui s'est passé, si c'est une chose tout à fait du moment où il faut voir, je pense qu'il faut voir la situation dans le contexte historique, non seulement comme une situation tout à fait anormale et anormale. Il y a un point de toute façon que je vais souligner avant de passer à ce que on peut dire la présentation générale de la Bolivie, c'est justement le rôle qui a joué justement l'organisation des États américains avec justement cette information on l'a pris comme valide et justement a donné la possibilité pour des agitations domestiques et l'intervention des forces armées qui ont finalement permis justement ces coups d'État et toute cette situation. Je crois qu'il faut s'arrêter un petit instant et réfléchir justement sur ce qui s'est passé avec l'OEA et toute cette information et cette intervention dans la situation de Bolivie, après que finalement cette information et cette info a été démentie par d'autres organisations internationales, justement comme fausses et tendancieuses. Je crois que pour la Bolivie, en parlant du contexte historique et d'une manière générale, pour savoir un peu la situation qui a justement permis ce coup d'État, il faut voir qu'il y a eu 58 régimes militaires depuis l'indépendance et seulement 38 gouvernements civiques. Seulement entre 1920 et 1980, il y a eu 13 coups d'État, c'est-à-dire qu'il y a un coup d'État chaque 4 ans. Alors, on peut dire ça c'est un peu la superficie des choses en disant, bon, finalement, la Bolivie est un État un peu faible, un État qui n'assure la démocratie, et tout ça, on peut le voir comme ça. Mais il faut voir un peu des facteurs plus importants
du point de vue pour comprendre ce qui se passe en Bolivie, ce qui s'est passé du point de vue historique. D'abord, les facteurs humains. Et le deuxième facteur, c'est le facteur économique. Je crois que pour ce qui concerne les facteurs humains, la Bolivie est un pays multiculturel, multiethnique, qui est composé dans sa majorité par une population de communautés autochtones, de peuples autochtones, à peu près 40 ethnies autochtones, plus de 40% de la population. Et l'autre partie importante, c'est une partie de métis, mais à majorité avec des communautés indiennes. Ça veut dire qu'il y a seulement 3% de la population blanche. Et pour comprendre ce pays, ces facteurs humains qui a permis justement, qui est pour voir ce qui est la Bolivie maintenant, l'état plurinational de la Bolivie, après quelques années. Ce facteur humain, c'est qui a justement été exploité, on peut dire, par les ressources minières qui ont la Bolivie, qui ont permis justement l'exploitation des communautés pendant des siècles. Il faut voir justement l'or, l'argent, l'étain et maintenant le lithium qui on peut dire ont été les bases de l'exploitation. Et comme disait justement Galeano, Eduardo Galeano, dans les veines ouvertes d'Amérique latine, la Bolivie a permis la richesse des nations, de quelques nations. D'abord, c'est l'Espagne, après c'est l'Angleterre, les États-Unis, maintenant. Tandis que les peuples indiens, les Indiens, justement, les facteurs humains, comme on dit, a été exploité pendant ce siècle. Alors, il faut voir justement dans ces deux facteurs, on peut dire la fragilité des institutions républicaines et des institutions démocratiques en Bolivie. C'est seulement depuis la session d'Evo Morales des dernières années qui ont permis justement une croissance économique, une amélioration des indicateurs économiques et surtout, le plus important, ça a été que la reconnaissance des droits des citoyens et des droits des Indiens et des communautés justement autochtones à la Constitution, à la récente Constitution de l'État plurinational de Bolivie. Alors, pour justement, c'est le contexte général, je crois que c'est très important pour ouvrir un peu et donner la parole à la situation actuelle à Varinia Dassa d'abord et après à René Orellana pour voir justement à partir de ce contexte historique de la situation, on peut dire, qui montre la situation de la Bolivie et des peuples boliviens et comprendre un peu pour ce qui se passe maintenant, la violation justement des droits de l'homme dans tous les domaines politiques, sociaux et économiques aussi. Bon, je passe d'abord la parole à Varinia Dassa et merci pour nous accompagner. Varinia. Merci à tous pour l'opportunité d'en parler aujourd'hui de mon pays, la Bolivie. C'est vraiment très triste la situation qu'on vivons aujourd'hui. Comme disait Lincoln, pour comprendre la situation bolivienne, pour comprendre la crise bolivienne aujourd'hui, il se remonte à l'État républicain et à la richesse naturelle que mon pays a. Tout d'abord, l'argent, l'État, pendant la Deuxième et la Première Guerre mondiale, qui ont fourni dans les États-Unis
après le gaz, le pétrole, et aujourd'hui, c'est le lithium, les matériaux précieux qui va transformer le système énergétique du monde, qui se lutte pour que nous avons les réserves les plus grandes au monde de lithium en Bolivie. Dans cette situation, comme disait aussi Lincoln, Bolivie est un pays de majorité de peuples autochtones, qui pendant des centaines d'années sont continués, ils n'ont jamais abandonné la lutte pour l'autodétermination des peuples autochtones. Cette réalité nationale a été renforcée en 2009 avec l'amendement de la Constitution de l'État afin d'intégrer fondamentalement la reconnaissance des droits collectifs des nations paysannes autochtones et les peuples autochtones et leur intégration dans la construction d'un État en reconnaissance de la multinationalité qui coexiste en Bolivie. On ne peut pas construire un État en ignorant, en excluant les 49%, c'est le recensement de 2012, de la population qui se autodétermine d'origine paysanne, autochtone, indigène. On ne peut pas revenir arrière dans notre histoire, nous devons le poursuivre un processus d'inclusion, d'égalité de tous les Boliviens. Cette construction de l'État multinational a été malheureusement brutalement brisée le 19 octobre par le coup d'État en vertu d'une présomption, et ça c'est important de le dire, ça a été une présomption de vote frauduleuse que jusqu'à maintenant, on n'a pas une enquête conclusive judiciaire de ce processus. Ce sont les institutions de l'État, qui sont les pouvoirs judiciaires du pays, qui devront conclure cette enquête. Ce n'est pas à l'OEA de donner des conclusions définitives dans un pays. Situation qui malheureusement a conduit à une confrontation civile résultant de morts et de blessés. Aujourd'hui, dans ce contexte, nous vivons une polarisation politique en Bolivie basée sur la position radicale et conservatrice, des actes de discrimination et des attaques racistes contre les paysans et les organisations autochtones. Ce contexte, c'est la vulnération des droits des hommes systématique, surtout sur la population les plus vulnérables. Répression policière, militaire constante visant les manifestants auto-identifiés avec les nations autochtones. Nous vivons dans une violation permanente des droits des hommes, en particulier de la population vulnérable, avec un gouvernement de transition qui menace constamment la mise en œuvre de plans opérationnels conjoints des forces armées et de la police bolivienne pour confronter et faire des victimes dans les mouvements sociaux. Plusieurs organismes internationaux, donc la CIDH et le Haut Commissaire des Nations Unies et droits de l'homme, ont été en Bolivie et sont prononcés sur la violation des droits de l'homme en Bolivie. On a fait une dizaine de recommandations à le gouvernement de transition. Malheureusement, ce gouvernement de transition a complètement ignoré cette recommandation et jusqu'à maintenant, il continue la violation des droits de la population. Les cas les plus graves de violation des droits des hommes sont les abus, les actes humiliants, discriminatoires, des agressions constantes, physiques et même sexuelles, comme le cas de Villa Villa. Torture commises par les individus dans lesquels la police bolivienne n'a pas respecté leur obligation de prévenir ainsi que de poursuivre les victimes d'un temps opportun. La formation de groupes paramilitaires, et ça c'est aussi quelque chose à le faire connaître,
que jamais en Bolivie, dans le passé, ça existait les groupes paramilitaires régionalistes. Aujourd'hui, nous avons des groupes paramilitaires régionalistes qui développent des actions d'intimidation systématiques qui affectent la dignité et l'intégrité des secteurs de la population, causant des blessures graves dans l'intégrité personnelle, affectant les biens privés et publics avec la complicité de la police bolivienne. La limitation d'accès de l'information est également une violation des droits fondamentaux et de diffusion massive de fausses informations par les biais des médias et des réseaux sociaux qui génèrent l'incertitude dans la population et exacerbent l'escalade de violence et de racisme. Il y a plus de 2000 personnes qui ont été apprendues pour des raisons politiques, des jeunes femmes qui sont violées, des jeunes femmes qui ont été mises en galère sans aucune justice et même ont perdu leur bébé parce qu'il avait des jeunes femmes enceintes. Ce dernier lundi, il y a quelques jours, le gouvernement de transition a arrêté un autre candidat de Santa Cruz. Le harcèlement constant, la persécution et violation de l'indépendance judiciaire, car des membres des juges, les procurateurs sont victimes d'intimidation constante pour les intermédiaires des policiers au nom des ministres du gouvernement. La délégitimation et désinstitutionnalisation de l'État par un gouvernement de transition a géré politiquement une pandémie pour effrayer la population qui aujourd'hui n'est pas de liberté de droit de choisir librement avec toutes les garanties ce dimanche dans les élections de ce dimanche. Les lignes discursives de l'organisation politique radicale sont contre les partis qui représentent principalement le peuple autochtone, originaire et paysan. Face à une éventuelle victoire du parti en tête des sondages, les organisations citoyennes radicales, ces groupes régionaux, sont prêtes à ignorer les résultats des élections et à provoquer une confrontation civile plus sanglante que l'année dernière et incriminer au peuple autochtone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette conversation avec les droits de l'homme, c'est très important pour mon pays. Dans la Bolivie, la manipulation politique de la pandémie a violé les droits de la santé par des actes discriminatoires dus à l'origine, à la culture, à l'idéologie politique et au statut économique par le personnel de santé des hôpitaux et des centres de santé. Le manque de soins de santé dans les zones rurales est dramatique. Le gouvernement transitoire a oublié totalement la population rurale en Bolivie, donde habitent surtout les peuples autochtones, indigènes, paysans. Il manque le modèle de santé qui était également négligé par le gouvernement, que le gouvernement a violé dans le contexte de la pandémie, les urgences sanitaires, la justice, et elle a justifié l'excès de la force policière. L'utilisation des ressources financières destinées à la santé ont été aussi objet de corruption. Les achats de respiratoires avec une surprise qui n'ont jamais fonctionné. Le gouvernement a justifié l'acquisition des armes létales par la police et les forces armées, a été priorisé les balines de gaz et les matériaux antimutants pour renforcer l'activité des forces policières et militaires pendant la session électorale, justifiant que ces armes seront utilisées contre les mouvements sociaux qui expriment leurs divergences. Cette situation, c'est aujourd'hui la que vivons en Bolivie. Les résultats,
Il y a aussi des manipulations des données par les gouvernements de transition et malheureusement un manque de médicaments essentiels, un manque de médicaments essentiels. On ne parle pas de médicaments importants, on parle de paracétamol, de l'aspirine, que ça manque en mon pays. Les décès qu'a causé la pandémie aussi est 5 fois plus les cas signalés par le gouvernement de transition, en particulier dans les zones rurales où l'augmentation substantielle du nombre de décès au cours des mois de juillet, août ou septembre n'a pas été comptabilisée par le ministère de la Santé. Cette situation aussi a affecté les femmes. Jusqu'à maintenant, dans le cours de cette année, il y a eu 90 féminicides et plus de 18 000 de cas de violence à l'égard des femmes. L'enfermement a impacté disproportionnellement les femmes confrontées à une triple menace de la pandémie, l'augmentation de la violence, persécution politique et augmentation des heures de travail. En Bolivie, 60% du personnel de santé sont des femmes. Et c'est les femmes qui sont vraiment être ignorées pendant la pandémie. Ce dimanche, pour finir, ce dimanche 18 octobre, nous aurons des élections les plus décisives de notre histoire. Et plus que jamais, on a besoin de tous les soutiens de la communauté européenne, internationale, afin que le lundi prochain, la Bolivie s'élève avec du soleil ou avec une tempête de sang et de douleur. Merci beaucoup pour votre attention. Lincoln, il faut retirer votre micro. Sí, merci pour Varinia pour ton allocution. Très bien faite pour montrer un peu la situation des droits de l'homme en Bolivie, la situation actuelle. Maintenant, je passe la parole à René, qui va parler aussi de la situation, mais justement en montrant plutôt la situation politique et les perspectives de la démocratie. Bon, René. Merci beaucoup, Lincoln. Merci beaucoup, Sébastien Logne et toutes les personnes qui sont présentes dans ces conférences. Nous sommes eu un problème technique, mais finalement, nous pouvons partager avec vous notre préoccupation et l'information que nous avons développée sur la situation de Bolivie. Si vous me permettez de compartir, en présentation, s'il vous plaît, je vais développer une présentation. Ici, vous pouvez voir. Vous pouvez voir? Oui, on voit. Ah, merci beaucoup. Bien, j'ai préparé une présentation pour principalement de montrer que c'est l'information officielle institutionnelle de l'organisme international qui a été développée sur les violations des droits humains en Bolivie qui ont été partie des comportements réguliers des gouvernements que nous avons maintenant. Un gouvernement qui a émergé d'un coup d'État, comme vous savez, et qui a créé une crise démocratique en Bolivie. Bolivie est en train de vivre la destruction de la cohésion sociale, une polarisation très compliquée, très profonde. Et il y a tous les temps des messages de confrontation et racisme qui sont produits, diffusés par les gouvernements. La présidente de facto est une des actrices qui est tout le temps en train de diffuser, de provoquer certaines réactions dirigeantes à les organisations sociales et les conducteurs des partis et les militantes des partis masse. Nous avons eu une répression très dure
les derniers 10 mois. C'est un gouvernement qui se caractérise par l'utilisation de la violence verbale, mais aussi la violence de la police et les militaires. Et il y a eu 2 massacres et meurtres en novembre, comme je vais présenter dans toute l'information sur ça. Il y a eu beaucoup de situations de torture, d'intervention des groupes paramilitaires. Le racisme et la discrimination radicale est en train d'agrandir comme une partie de la culture politique. On prouve de ça, c'est le mot, le discours qui est utilisé par le gouvernement, tous les acteurs politiques qui sont dans l'environnement autour des gouvernements. Mots comme sauvage, par exemple, qui a été utilisé par la présidente Janine Áñez quand elle parle des paysans, des indigènes qui sont partis de parti masse. Le mot vautour, par exemple, a été utilisé par un représentant de la hiérarchie de l'Église catholique en relation à toutes les personnes qui ont été en train de demander la réalisation des élections en Bolivie et la démocratisation de notre pays. Le mot bête qui a été utilisé, nous avons eu beaucoup de jours avec une discussion sur ces mots qui a été utilisé par le président du comité civique, une organisation de Santa Cruz très importante, très forte, qui a dit que les indigènes et les paysans qui vivent dans le département de Santa Cruz, qui étaient en mobilisation, en proteste, etc., sont bêtes, sont monstres qui ne pensent pas. Le mot Allô. Attendez, hop, ici. Ah. Monsieur Orellana, on ne vous entend plus. Pourtant, il est connecté. Allô, allô. Bon. Comment faire ici? Le micro, sí, il s'est arrêté la connexion. Ah, il a été déconnecté. Avec Orellana. Pour la production de feuilles d'actifs pour stigmatiser, nous sommes parlé de plus de 70 000 personnes qui vivent là et qui sont tout le temps attaquées par le gouvernement. Nous sommes en train de vivre la destruction des institutions, des entreprises publiques. C'est clairement un gouvernement qui est parti, qui est sympathique avec la privatisation. Il y a une incertitude institutionnelle. Notre démocratie est en crise, clairement. La pauvreté s'est agrandie. Femmes et corruption et chômage sont maintenant, après les mesures de contenant, les mesures implémentées pour confronter la pandémie, ont laissé comme conséquence ce problème social. Les forces de l'ordre sont fonctionnelles à une stratégie de répression, de meurtres et torture. Le coup d'État de novembre a été marqué par plusieurs événements. Nous sommes en train de vivre ici un régime de persécution et de harcèlement, de massacres, d'emprisonnement illégal, une chasse aux ministres, une chasse aux massistes et des leaders sociaux. C'est partie des discours officiels. Ce n'est pas rare d'écouter ce type de menaces qui viennent du ministre, principalement le ministre du gouvernement et le ministre de la Défense. Du massacre que nous avons vécu en Bolivie en novembre, Sencata et Sacaba, de différents lieux dans le pays. Sencata, c'est un lieu qui est dans la ville de l'Alto, une ville très importante, une ville indigène. Il y a une persécution à la manifestation par les réseaux sociaux à travers de cyberpatrouilles
qui est une patrouille qui a été organisée par les gouvernements. Je demande à vous de regarder ces photos. Désolé que je ne peux pas faire une traduction, mais je vais l'expliquer. Vous pouvez voir là une personne qui a été montrée à la télévision, à les moyens de communication comme un criminel. Les crimes commis par cette personne, par l'homme, est absolument ridicule. Il a été arrêté parce qu'il était parti de 75 groupes de WhatsApp et elle était le manager de 11 groupes de WhatsApp et il était en train de diffuser information contre les gouvernements. C'était l'argumentation, la justification avec laquelle les gouvernements a mis ces personnes à la cellule, à la prison. Et c'est cette image pour dire à vous la situation que nous sommes en train de vivre. Il y a eu 5 recherches, investigations et rapports internationaux qui sont vraiment importants pour considérer quand nous parlons sur la violation des droits humains. Nous ne sommes pas en train de parler sur déclarations ou discours des représentants politiques des partis. Je voudrais inviter à vous de considérer ces 5 rapports qui sont très objectifs. Ils se font, se basent dans une investigation et recherche qui les représentants de cette institution ont fait. Je suis en train de parler de la Commission interaméricaine des droits humains, l'Amnesty International, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, les cliniques des droits humains de l'Université de Harvard, un réseau d'universités pour les droits de l'homme, et Human Rights Watch. 5 institutions ont produit des rapports sur les violations des droits humains. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'expliquer, de présenter quelques parties de les informes, par exemple, d'Amnesty International. Il y a eu un rapport titré « Combattre la pandémie d'impunité ». Et Amnesty International a dénoncé les faits de la situation que nous avons vécue avec assassinat, par exemple, principalement dans le mois de novembre de l'an 2019. Amnesty International a enregistré personnes tuées dans le cadre de manifestations. Il a aussi enregistré la déclaration du fiscal général, le procurateur, qui a signalé que beaucoup de personnes ont été tuées par balle dans le massacre de Sacaba, correspondant à des armes à foule longue, qui contredit la déclaration du ministre du gouvernement qui a clairement fait partie avec le ministre de la Défense en novembre 2019 de ce massacre et ils sont maintenant en train d'être recherchés par le Parlement pour le pouvoir législatif en Bolivie. Vous pouvez regarder ici, vous pouvez voir quelques photos de Sencata, de la ville de la cité, la ville El Alto, dans la ville de La Paz, le département de La Paz. Clairement, ils ont utilisé hélicoptères pour tirer et tuer personnes ici. Vous pouvez voir aussi les images de personnes qui sont en train de présenter ces familiers, ces personnes qui ont été tuées. Amnesty International aussi registre l'attaque contre l'indépendance judiciaire. Il y a un cas très important pour informer, pour rapporter, qui est le cas de le juge Hugo Wakani, un juge qui a été arrêté par la police avant d'entamer une audience dans le cadre de la procédure judiciaire contre un ministre du gouvernement de Agnès qui était accusé d'avoir acheté des respirateurs avec un prix augmenté dans le contexte de la pandémie.
C'est très incroyable qu'un juge a été arrêté quelques heures avant d'une audience et le ministre du gouvernement a dit sans problème qu'il a ordonné que le juge Wakani était arrêté le 24 mai. Et la justification qu'il a présentée est qu'il n'était pas d'accord avec la décision que le juge avait pris la détention d'une autre personne impliquée, un autre cas en relation d'un ancien ministre du MAS, le parti MAS. C'est-à-dire que le ministre du gouvernement a un pouvoir pour arrêter un juge, pour intervenir, pour provoquer dans les autorités des pouvoirs judiciaires. C'est ça que nous sommes en train de vivre maintenant. La Commission interaméricaine des droits humains a fait aussi un rapport qui a été présenté dans le mois de novembre de 2019. C'était le premier rapport. Et la Commission a enregistré beaucoup de faits. L'incitation à la violence, la discrimination ethnique et raciale, qui a commencé comme une partie de l'écoute d'État, cette partie de l'essence, de la vocation des groupes politiques qui maintenant sont en train de gouverner Bolivie à la tête de la présidente Janine Áñez, qui est, comme je dis, la personne qui est toujours en train de diffuser ce type de discours clairement discriminatoires. Arrestation et détention arbitraire a été enregistrée par la Commission. Vous pouvez voir ici quelques photos en relation à les rôles qui ont joué les ministres du gouvernement Arturo Murillo, que vous le pouvez là, vous le pouvez voir à la gauche. L'autre ministre qui est à côté de la présidente Janine Áñez, le ministre de la Défense, M. Fernando López aussi, et ils sont partis des groupes principaux qui ont dirigé la répression contre les organisations sociales. La Commission interaméricaine a enregistré massacres et meurtres. La Commission a été la première institution de mentionner ces deux mots, massacre et meurtre, et a enregistré aussi, après une investigation, une recherche qui a été attaquée par le gouvernement, et a enregistré la mort de 36 personnes dans différents actes de mobilisation sociale. Ici, vous pouvez voir clairement à droite, en gros, les militaires en train de tirer balles contre les manifestants. À gauche, vous pouvez voir les personnes qui ont été tuées par les militaires. Et évidemment, le gouvernement, les ministres du gouvernement, les ministres de la Défense ont dit que les personnes tuées ont été tuées par les propres militants des partis MAS, par les propres paysans, par les propres indigènes qui étaient en train de protester. C'est absolument ridicule parce que les balles ont tué, ont choqué les personnes dans la tête et à l'épaule. Et c'est clair que beaucoup de balles viennent d'armes longues. Et il y a aussi des cas qui viennent d'armes courtes. Et il y a maintenant déclarations de les propres militaires déclarations qui ont été enregistrées par la clinique de Harvard, qui dit clairement qu'il y avait des militaires, des policiers qui avaient des armes courtes aussi et armes longues aussi. Le haut commissaire des Nations Unies aussi a produit un rapport, un récent rapport,
l'ancienne présidente Michelle Bachelet a été attaquée par le gouvernement de Jeanine Áñez pour ces rapports qu'il a produits. Il y a beaucoup de discours contre elle qui ont été produits par les ministres du gouvernement d'Agnès. Par exemple, ils ont dit que ce rapport est un rapport de socialiste parce que Madame Bachelet est partie d'un parti socialiste. Et ce type d'argumentation qui ne sont pas rationnelles, mais sont parties d'un discours qui justifie la répression. Je propose de prêter attention à la 12e paragraphe, le paragraphe 19 de le rapport qui dit que le haut commissaire des Nations Unies a documenté le cas de 28 personnes détenues à la ville El Alto, le 11 novembre 2019, victimes de détention arbitraire et soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitement par la police, y compris les menaces de mort, électrocution, suffocation avec des sacs de plastique, coupe avec crosse de fusil, position de privatisation de nourriture et d'eau, taquinerie sexuelle et exécution simulée. C'est un texte qui est parti de le rapport de l'Haut commissaire des Nations Unies. Laissez-moi continuer. L'autre institution très importante, les cliniques de droits humains internationales de l'Université de Harvard, qui a produit un rapport avec le titre « Violation du droit à la vie, du droit à la liberté d'expression, du droit à la réunion, d'association et autres droits ». Et l'Université de Harvard a présenté ce rapport à les Nations Unies, c'est-à-dire à leur rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, etc. Et c'est un rapport très fort, un rapport qui a été analysé par représentatifs politiques des partis démocratiques, par exemple, dans les États-Unis. Le rapport dit clairement que il y a un patronage des groupes paramilitaires par l'administration de Jeanine Áñez. Et c'est absolument démontré. Il y a ici où je vis à la ville de Cabamba, un groupe de paramilitaires clairement protégé par la police. Et ils-mêmes se recordent, se filment et publient dans ce Facebook filmations où ils sont montés à la moto des policiers, les policiers inconduisants, à la place où les protestants sont en train, les paysans, les personnes qui sont en train de protester contre les gouvernants. Ils aussi montrent des armes courtes et publient ça dans Facebook très près de la police qui a protégé, qui a patronagé ces groupes paramilitaires. La police, c'est un cas, il y a un cas enregistré par l'Université de Harvard très dur. La police a arrêté un handicapé, une femme, et son frère et sœur, les 3 enfants, qui étaient en train de cheminer près des lieux de la massacre. Ils ont été arrêtés, ils ont été torturés pendant qu'ils étaient arrêtés. Et les mêmes situations a passé avec d'autres personnes qui n'étaient pas partie de la mobilisation sociale. Et même aussi les cas des personnes qui sont parties de la mobilisation. Si vous me permettez, les deux dernières feuilles. La clinique de Harvard a aussi fait une profonde recherche, investigation sur la violation des droits humains. Il a allé l'université, les représentatifs de l'université sont allés à les lieux de la massacre, ils ont fait des enquêtes, etc. Pas seulement à les personnes menacées ou les personnes affectées par la répression, mais aussi
ils ont enquêté à le militaire. Comme je dis, le ministre de l'Intérieur a dit que la majorité sont mortes d'une balle de calibre vendu à l'arrière de la tête. C'est les justifications, l'explication que ces ministres toujours mentionnent dans les enquêtes que les moyens de communication fassent à lui. Mais clairement, il y a une déclaration que vous pouvez voir ici écrit en rouge, c'est en partie du texte de la clinique, le rapport de la clinique de Harvard, qui dit qu'il y a officiers, qu'il y a sergent, officier, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, etc., qui portaient, dans le moment de la massacre, armes courtes, pistolets, et que ces armes ont été utilisées aussi que fusils, etc., que armes longues pour la répression. C'est pour ça qu'il y avait des meurtres et des assassinats. Finalement, le travail qui a été exécuté par les forces militaires et policières, éliminer les preuves et blâmer les paysans et les massistas comme les auteurs des assassinats. Les chars militaires, dit les rapports de la clinique de Harvard, sont venus et vaporiser de l'eau pour enlever les sang. Ils ont lavé les sang avec des tuyaux. Ils ont essayé de nettoyer chaque chose. Et finalement, comme vous pouvez lire dans la dernière paragraphe, il y a clairement des évidents que les forces de sécurité ont également planté des armes sur les manifestants pour affirmer qu'ils étaient armés. Et cette déclaration que j'ai faite à la fin, que j'ai fait référence, est précisément partie d'une investigation de les fiscales et procurateurs assignés pour faire une recherche sur les faits de la massacre et les meurtres de Sacaba et Senka. Comme vous pouvez voir, et avec je conclue, les coups d'État se transformaient dans un régime de terreur et de corruption en toute impunité. Un appareil discursif monumental de haine, de racisme et de destruction a été déployé, mobilisant tous les moyens violents de l'État et des groupes armés paramilitaires pour persécuter, harceler, emprisonner, torturer et, comme nous l'avons vu dans les cas de massacres, assassiner et dissimuler l'illégalité. Aujourd'hui, Bolivie traverse des lignes d'illégalité, d'absence d'État et d'incertitude juridique, un pays divisé, confronté à l'héritage d'un gouvernement de facto qui n'a pas guéri les blessures ni rapproché les Boliviens pour parvenir à un consensus, mais qui a plutôt véhiculé la vengeance et la rage. Merci beaucoup à tous vous, mon cher ami. Merci. Bon, Alors, merci René. Bon, merci René pour ton allocution très claire en ce qui concerne tous les rapports montrant tous les principaux aspects de violation des droits de l'homme dans les rapports. Je vais faire quelques commentaires généraux de ces allocutions. D'abord, en écoutant René et en lisant les rapports aussi qui sont très clairs, on peut se demander quelle fragilité dans nos pays et pourquoi c'est passé vraiment après 15 ans de croissance, de stabilité démocratique en Bolivie, toutes ces régressions politiques, sociales et dans les droits humains. On peut se demander, bien sûr, parce que c'est comme il y a eu pendant 15 ans amélioration dans les droits, dans les conditions de vie,
néanmoins, comme on peut dire, on peut dire quelles sont les causes politiques, les structurelles, comme je disais, dans le contexte aujourd'hui, et tous les deux ont montré, mais de toute façon, la fragilité et les perspectives d'une démocratie en Bolivie de nouveau sont, on peut dire, au moins, on peut se demander, s'interroger si si les possibilités démocratiques d'une démocratie de nouveau à court terme sont possibles. Et pourquoi je me demande, parce que vraiment la fragilité institutionnelle, les forces armées qui sont vraiment on fait la répression et c'est-à-dire c'est la répression dans les parce que ce sont parfois des soldats aussi métis indiens qui répriment les propres citoyens, les autres indiens, indigènes et les communautés. Et la fragilité et les perspectives démocratiques, on peut se demander, mais justement, là, c'est pour ça que c'est très important, on peut dire, ce qui peut faire la communauté internationale, les organismes régionaux et internationaux, justement pour sauvegarder tous les processus électoraux et justement être attentif pour ce que je crois que Variñas et aussi René ont parlé de ça, les possibles incitations et provocations justement pour intervenir et pour faire la répression et continuer avec cette spirale de violence qui justement fragilise plus les possibilités démocratiques. Ça, c'est une chose très importante que je vois comme le rôle justement des organisations et des délégations qui vont aller là. Je crois qu'ils sont plus attentifs, justement, ils sont plus présents et vont être plus présents après ce qui s'est passé l'année passée, justement avec le rôle de l'OEA qui a justement, on peut dire, conditionné toute la situation et on peut dire les coups d'État toute la situation de génération politique et sociale. Alors, les délégations, ils vont aller, une délégation du Parlasur, de l'Union européenne, des partis politiques européens, des partis politiques en Amérique latine. Et je crois que là, il va y avoir une tension justement entre ce qu'on peut dire la communauté internationale et régionale et aussi avec cette droite très radicale, on peut dire, qui va à l'encontre justement de toute cette évolution en matière internationale, en matière de droits humains et l'évolution politique et sociale mondiale. Et ça, c'est tout aussi un autre aspect que tous les deux ont signalé, on peut dire, c'est la discrimination raciale. On peut dire, c'est le racisme, la discrimination raciale qui est très présente dans cette groupe qui a pris le pouvoir en Bolivie, qui a donné le coup d'État, qui parle de sauvages, on peut dire qu'ils sont des autres, on peut dire d'ignorants sauvages, parle d'une manière très comme si c'était des personnes qu'il faut maîtriser, on peut dire, entre parenthèses, non? Qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de Dieu. Bon, cette manière
c'est comme si on faisait une régression à des siècles avant, non? Une nouvelle, on peut dire, toujours des plans très privilégiés qui peut dire peut diriger l'énorme majorité de population qui ne connaît, qui ne sait des choses. Alors, la discrimination, c'est très fort, une discrimination raciale qui va à l'encontre, bien sûr, de ce qu'on est reconnu par justement les Nations Unies et dans les conventions des droits humains, qui tous nous, les droits, les humains, nous sommes des égaux. Alors, c'est très fort vraiment dans cette discrimination, et je voulais la signaler. La troisième chose qui est très intéressante, c'est justement l'entrée vraiment de on peut dire, de entre parenthèses, de la guerre digitale, la guerre virtuelle. Bien sûr, on parle de fake news, mais c'est très important parce que justement, il y a une partie de la population, surtout, qui est très maîtrisable avec les réseaux virtuels, et justement, il y a une utilisation des réseaux d'une manière justement pour maîtriser la population. Mais justement, je crois que c'est important de signaler que la Bolivie, de nouveau, ce que j'ai parlé aujourd'hui, est à sa majorité, elle a une composition ethnique importante des communautés autochtones, alors où on peut dire, le réseau virtuel n'a pas tellement d'importance comme peut-être dans d'autres pays. C'est pour ça que c'est comme vraiment c'est virtuel tout ça, tandis que la vie concrète, la vie réelle, se passe dans la même communauté. Finalement, une chose à signaler aussi, le rôle des femmes dans Bolivie, qui est signalé Varigne aujourd'hui dans son allocution, surtout au niveau de la santé, au niveau qui était bafoué, qui était méprisé ou bien violé par... et justement, c'est très intéressant de signaler bien dans son allocution que ce gouvernement de transition qui a donné les coups d'État bafoué les droits des femmes et les droits de santé aussi, non? Justement, dans les milieux de la pandémie, utiliser des fonds justement de la coopération et les détourner à sa faveur. Ça, c'est... tandis que on voyait l'importance de justement signalé par des organisations internationales, l'importance de la coopération internationale, de la coopération justement pour les droits de la santé de la population. Le gouvernement privilégie vraiment la répression et privilégie justement la distorsion, on peut dire, la répression contre les populations, justement détournant vraiment les objectifs très importants des droits humains des citoyens de la Bolivie.
Bon, je laisse ouvert maintenant s'il y a quelques commentaires ou des questions à poser pour René ou pour Varinia. Lincoln, tout d'abord, j'aimerais signaler trois choses très importantes que j'ai oublié de signaler. Pourquoi on a changé, tu as demandé pourquoi la Bolivie a changé depuis 15 années, 14 années, d'une croissance, d'une inclusion sociale, des rapports d'amélioration des conditions de vie des paysans en Bolivie, d'une stabilité politique et sociale qu'on a vécue les dernières années. Pour répondre à cette question, il faut souligner qu'on a eu pendant 15 années un liderazgo très fort d'Evo Morales, très forte. Une personne qui peut rassembler au groupe de tous les paysans, de tous les peuples indigènes partout des années. Les actes de discrimination, de xénophobie, de racisme, on était toujours là. Ils ne sont pas changés. Ces gens se sont sentis déplacés par les indigènes. Et au moment donné, l'année passée, sur les questions de l'élection, se sont rassemblés pour faire le coup d'État. Oui. Et à ce moment-là, la décision du gouvernement d'Evo Morales, ils ont pris de ne pas confronter, parce qu'aucune personne ne voulait plus de sang, plus de morts en Bolivie. Et c'est une erreur de notre histoire avoir eu un gouvernement transitoire si faible, si raciste, si discriminatoire qu'on n'a jamais vécu en Bolivie. Ou même en ma génération, c'est la première fois que j'ai vécu cette discrimination atroce qu'on vit aujourd'hui en Bolivie. Et surtout de les femmes, et ça n'importe quel, pas seulement les femmes, les hommes, les enfants, tous sont discriminés, tous sont relégués, tous sont attaqués de racisme, une violation permanente de la population. Et la dernière chose que c'est très important à dire, jusqu'à maintenant, même la Cour des élections en Bolivie, oui, il a fait un spot publicitaire il y a quelques jours, très discriminatoire aussi, très controversiel. On ne peut pas accepter dans une élection si importante comme c'est de ce dimanche, cet racisme, cette xénophobie pour la population la plus pauvre de mon pays. Merci. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions maintenant de quelqu'un ou commentaires. Merci beaucoup. Lincoln, je t'ai mis. Merci Varinia pour ton commentaire. Je crois que c'est un complément important, indispensable pour comprendre un peu la situation actuelle et même pour justement les élections qui vont avoir lieu le dimanche prochain. C'est pour ça que c'est très important de souligner on peut dire l'importance des délégations qui vont être là justement pour assurer au moins l'évolution des élections. Dans ton allocution, tu as signalé justement qu'il va y avoir des provocations, des possibles provocations. Je crois que c'est une possibilité vraiment. Justement, les provocations peuvent dégénérer ou dans une situation de répression très catastrophique justement pour les populations de nouveau et de nouveau de mettre en cause les élections. Et pour finir les commentaires, je crois que quand j'ai parlé de la fragilité et les perspectives, je vois clair justement
que la seule possibilité vraiment de donner au pays une solution de stabilité, une solution institutionnelle, c'est justement avec la participation du mouvement au socialisme, parce que vraiment, le mouvement au socialisme a un appui très important, au moins de 50% de ce que je vois de ces électeurs. Alors, la seule possibilité, vraiment, c'est de faire un accord au niveau politique avec les masses pour donner une solution politique au moment actuel. Non? Bon, je passe la parole si j'ai quelques autres commentaires ou quelques autres questions à poser. Voilà, Lincoln, je t'ai mis hôte, donc tu peux choisir qui veut intervenir, donner la parole normalement. Bon, moi je m'appelle Carlos Rossini, j'apparais ici comme C. Rossini. Je peux mettre mon vidéo, il sera avec un grand plaisir. Ce n'est pas une question que je ne vais pas apparaître, c'est une question d'aider la transmission pour tous. Bon, d'abord, je voudrais remercier la Maison d'Amérique latine parce qu'on vit un moment tout à fait crucial dans l'humanité et je pense que si on peut utiliser la technologie pour faire le bien-être pour la collectivité, on ne doit pas penser deux fois. Et si on a entendu presque 1 heure pour avoir cette école, c'est parce qu'on est tous avec un compromis au-delà d'être bolivien ou pas, d'avoir un compromis de solidarité avec des peuples qui sont exploités pendant des siècles, avec les bénéplaces de la société qui se disent une société démocratique, que c'est la nôtre en Europe en particulier. Et j'aimerais bien faire une petite réflexion par rapport aux mots gouvernement de transition. Je pense que vous étiez tous quelques-uns uruguayens comme toi, Lincoln, et toi, les deux Boliviens, qui c'était vraiment un plaisir de vous entendre. Mais je pense que vous étiez tendre avec un gouvernement qui c'est un gouvernement golpiste, qui a trouvé les mêmes schémas qui étaient toujours faits à l'Amérique latine. Moi, je suis brésilien d'origine, italien d'ascendance, belge de nationalité depuis le 2003, mais jamais je perdrai les sangs latino-américains pour la lutte d'émancipation de notre peuple. Et je pense que c'est un projet pour anéantir la liberté en Amérique latine qui était déjà en route après que, soi-disant, les coups militaires, ça ne marchait pas dans la société. On a dû trouver moyen de disqualifier des mouvements qui sont vraiment originaux et originaux en différents pays en Amérique latine pour ne pas les accuser comme c'était pour les passés en disant qu'ils suivaient la révolution cubaine, mais qui, d'une certaine façon, quand l'élection d'un gouvernement de gauche montre un chemin pour la société, on a toujours en train de trouver, même qu'on a des problèmes de corruption, mais on est toujours en train d'amplifier ces problèmes parce que quand était la droite qui a gouverné pendant des siècles, on n'a jamais soulevé la corruption. Je pense que c'est un mouvement tout à fait exprès en Amérique latine. Le Brésil, malheureusement, la tristesse est très énorme de ma part parce que les gens ici ont un peu peur de dire, mais c'est un gouvernement nazi, c'est un gouvernement d'extrême droite, fasciste, extrémiste, génocidaire des peuples autochtones au Brésil, comme c'est cet gouvernement golpiste qui d'ailleurs était mis au pouvoir pour anéantir les conquistes qui pourraient un jour amener la Bolivie à l'indépendance
et la autodétermination de ce peuple qui est majoritairement composé pour cette ethnie qui est ascendant de toute une culture de l'Amérique latine que tout le monde sait très très bien, les Incas, les Mayas et les Aztèques. Ça veut dire, malheureusement, je voudrais finir ma intervention de dire que c'est clair que l'idéal d'une Amérique latine qui surpasse les divisions, ça n'intéresse à personne. Et je pense que toi, tu as parlé très bien, Varina, quand tu disais des ressources du lithium. Ça veut dire tous les pays qui gardent les ressources essentielles pour le développement, entre guillemets, de notre marché mondial sont cibles d'un capitalisme prédateur qui n'a aucun intérêt à faire des bien-être humain la priorité maximale. Et pour moi, il y a un seul chemin en Amérique latine, la union des peuples moyennant un objectif commun, les fins d'exploitation de l'homme pour l'homme. Merci. Bon, merci pour ce commentaire. Je ne sais pas si Varinia, tu veux dire quelque chose pour... Rien à dire, Carlos, je suis tout d'accord avec Carlos. Elle a exprimé tous les sentiments qu'on a dans tous les pays de l'Amérique latine. Et comme je disais, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la démocratie que c'est en jeu en Bolivie, ce n'est pas seulement les gouvernements dictatoriaux, les xénophobies, le nazisme, comme disait Carlos, oui. Mais c'est le plus important, c'est le lithium qui est en jeu. Et c'est le lithium, c'est les minéraux de futur que, je vais le dire très clair, je n'ai pas peur de le dire. Les États-Unis, comme l'Europe, ont besoin de ce lithium pour se développer. Et nous, les Boliviens, on peut faire d'accord avec les États-Unis ou l'Europe. Ce n'est pas une question de ça. Mais surtout, avec cette richesse naturelle, maintenant, on veut se développer comme pays. Tout d'abord, nous ne sommes pas des 100 millions d'habitants, nous sommes des 10 millions d'habitants. C'est un quartier en Europe, un petit village en Europe, ou un quartier en États-Unis. Mais nous, aujourd'hui, on veut utiliser le lithium pour se développer, mais surtout pour développer notre peuple qui souffre. Jusqu'aujourd'hui, 60% de la population n'a pas d'accès à de l'eau potable, à des systèmes de sanitaires et, plus important avec cette pandémie, à la santé, à un système de santé gratuit et universel. Ça, avec quoi on va construire? Avec les donations des pays qui nous donnent avec des conditions? On ne va jamais sortir comme pays avec des donations. Mais on va se mettre d'accord surtout d'exploiter le lithium pour le bénéfice de le peuple. C'est ça qui est en jeu, c'est ça qui est en jeu ce dimanche. Pas seulement la démocratie, ou la démocratie comme est vue pour les populations minoritaires, racistes qu'on a en Bolivie et partout dans les pays de l'Amérique latine. Merci. Bon, merci, Varinia. Je ne sais pas si René veut dire un commentaire. René? Non, merci Lincoln seulement pour finir. Je remercie Sébastien qu'ils sont en train de filmer la conférence. Je pense qu'il va y avoir d'autres personnes qui sont
intéressées les informations que nous sommes en train de partager. Seulement, je voudrais donner une question sur le rôle de l'Union européenne au moyen de ces situations de violation des droits humains. Je me questionne, qu'est-ce que l'Union européenne a fait, qu'est-ce que l'Union européenne a dit quand les Boliviens étaient en train de vivre ce type de répression, massacre, assassinat, etc. Je peux comprendre que les voix des politiques, des militants, des sympathisants du parti MAS ou les voix de l'ancien président Morales ou autres n'est pas suffisante pour interpréter ou pour analyser ce qu'a passé Bolivie. Mais il y a 5 rapports des 5 institutions légitimes, croyables, dédiées à l'analyse des droits humains, qui doit faire réfléchir à l'Union européenne. Je me questionne sur le rôle de l'ambassadeur de l'Union européenne en Bolivie au moyen de le massacre. Parce que quand je participe à une conférence comme la conférence que nous avons maintenant, ou enquête à les moyens de communication, c'est-à-dire télévision, etc., et quand je partage en discussion avec représentants du gouvernement actuel, le gouvernement de facto, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes reconnus par l'Union européenne. C'est l'argument que tout le temps il utilise. Le changement de gouvernement est constitutionnel et a été reconnu par l'Union européenne. Quand nous dénonçons le massacre, l'assassinat, il dit ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est une opinion de l'Union européenne. Je suis en train de dire ce qu'ils disent. Ils disent aussi qu'il y a 12 institutions qui ont reconnu les gouvernements et tout ce qu'ils ont fait. L'Organisation des États américains et l'Union européenne. Je voudrais inviter à l'Union européenne à réfléchir sur cette situation, à présenter une opinion, une proposition, je ne sais pas, quelques actions diplomatiques pour aider à clarifier, à rechercher tous les faits qui ont passé en Bolivie en relation à des droits humains. Je ne suis pas en train de parler de politique, des droits humains. C'est important de faire quelque chose sur ça et je voudrais demander à les personnes qui sont en train de nous écouter, et pas seulement maintenant, mais après, quand les films, la filmation va être diffusée de cette conférence, de faire quelque chose pour demander, pour questionner ce type de questions à l'Union européenne. Merci beaucoup. Bon, merci René. Je crois pour, je ne sais pas s'il y a quelques autres questions, mais sinon, je vois que l'importance de l'Union européenne, comme signalait René, comme signalait avant, au niveau politique, au niveau justement de la surveillance des élections et au niveau des, justement, pour un pays pour arrêter ou pour faire face à toute cette évolution très radicale de cette droite raciste qui aussi est, on peut dire, qui est aussi financée un peu et appuyée par quelques autres secteurs aussi au niveau international. Il y a vraiment une droite, une nouvelle droite nationaliste très raciste et discriminatoire au niveau international qui s'écoule un peu toute l'évolution de la communauté internationale en matière de droits humains, en matière de droits politiques, sociaux et économiques.
Et justement, il faut faire face à... Et la manière de faire face, justement, c'est au niveau de la coopération internationale, justement, des mouvements de solidarité qui disait justement Rossini, et je crois que c'est bien posé là. C'est comme un retour, non? Un retour, toujours un retour, mais c'est je crois que c'est un retour d'une nouvelle, avec un nouveau visage, non? C'est un visage très xénophobe, mais parfois on peut dire très conservateur, mais un peu aussi oscurantiste, un oscurantisme nouveau, non? Un oscurantisme nouveau parfois je me demande, je dis, mais on est au 21e siècle, et c'était le siècle, on peut dire, de la conscience, de la technologie, justement de combattre la pauvreté au monde, de surmonter justement les inéquités au monde. Et alors, on voit le retour d'un certain oscurantisme de nouveau. Il faut justement commencer à combattre de nouveau pour les droits essentiels qui justement, bon, on est là. Mais pour ce qui concerne la Bolivie, j'ai mon espoir et maintenant vraiment mon énergie est possible justement pour les démarches que ce soit vraiment que se déroule les élections de la meilleure manière et surveiller justement à que ce qui ne se justement il n'y a des provocations ni provocation ni bon justement ni répression pour bon, une sortie politique bon, une sortie politique justement pour assurer la transition démocratique. C'est mon désir, mon espoir, vraiment, et continuer justement à surveiller ça et appuyer justement la lutte du peuple bolivien. Bon, Sébastien, je ne sais pas si tu veux fermer la conférence. S'il n'y a plus de questions du public, en tout cas, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé. Merci René, Sébastien. merci Karina et merci Lincoln. Donc, effectivement, comme René l'a expliqué, tout ça est enregistré et ce sera diffusé sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et en même temps sur notre page Facebook. Et ceux qui le veulent, ils peuvent m'envoyer un petit mail, on peut envoyer la conférence. Mais de toute façon, elle sera disponible sur notre site web, donc il y a moyen d'y accéder sans problème. Voilà, merci à tous. J'espère que Sébastien. vous avez passé une bonne conférence pour les participants et pour les conférenciers aussi. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence et merci encore d'avoir participé à cette conférence. Sébastien. Merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien. Oui. C'est possible, seulement une chose, je pense que Lincoln a lancé un message final que je trouve très important pour nous ici en Europe. On a eu des demandes, je connais des cas, des demandes des réfugiés boliviens, des anciens membres du gouvernement qui ont fait des demandes à différents gouvernements européens. L'Europe était complice de ces coups d'État en Bolivie. Elle a un devoir de mémoire indélébile pour refaire cette histoire en Amérique latine. Seulement ça que j'aimerais bien laisser comme message, parce que je peux imaginer la douleur de tous les Boliviens, les citoyens qui aiment bien leur pays, de voir un continent comme l'Europe qui prône pour la démocratie être les premiers à reconnaître un gouvernement golpiste, comme si c'était le cas au Brésil et comme c'était le même cas au gouvernement Pinochet. Nous n'oublions pas
que les dictatures militaires, ils ont été combattues en Europe pour le militantisme, mais plusieurs gouvernements, ils n'ont jamais été avec une position claire. J'aimerais bien laisser ça bien clair. IAOEA jamais été une organisation de justice dans l'Amérique latine, parce qu'elle est mandatée depuis le début par les États-Unis, qui a expulsé Cuba, qui n'a jamais permis la union de l'Amérique latine. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Carlos. Merci. Mais voilà, donc c'est enregistré, le message sera bien passé, retransmis Merci. sur YouTube. Merci beaucoup. Merci encore, merci à tous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui sont en Bolivie, en Uruguay. À bientôt. Merci. Merci. Bientôt, Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Hasta luego. Merci. Au revoir.